Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ensemble. Ce mois-ci, on va se pencher sur un sujet qui concerne chacun d'entre nous, que ce soit en Suisse ou en France. On va parler de nos communes. Un mouvement s'est engagé depuis une vingtaine d'années, c'est le regroupement de celles-ci. Mais le sujet provoque quelques crispations au sein des populations. Alors pourquoi rassembler les communes? Qu'est-ce qui bloque les habitants des villes et villages concernés? On en discute avec 3 élus. Karine Bruchet, maire d'Hermance, Serge Mélis, syndic de Crassier et président de l'association Assez-Boiron dans le canton de Vaud, et Christophe Maillet, maire de Lancran, commune voisine de Bellegarde. Et puis en fin d'émission, découvrez une cité médiévale française très liée à Genève, c'est La Roche-sur-Foron. Un de ces châteaux aurait abrité les échelles ayant servi à l'escalade. Tout ça, c'est à retrouver juste après votre actualité transfrontalière du mois. En 15 ans, le Grand Genève a accueilli près de 75 000 ménages en plus. La plus forte augmentation s'est faite dans le Genevois français, avec une croissance 2 fois plus rapide que dans le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Genève doit passer la vitesse supérieure sur ses trams. Les fonds fédéraux attribués au canton n'ont pas été suffisamment exploités jusqu'ici, révélait la Cour des comptes fin octobre. Et pour cause, les travaux d'extension du tram vers Annemasse et celui vers Saint-Julien ont pris beaucoup de retard. Si Genève n'accélère pas, elle pourrait voir se perdre le financement fédéral pour ses infrastructures. Les routiers français sont en colère contre la hausse des prix du carburant. Ils ont manifesté le 29 octobre au départ de Thonon et Annemasse vers Annecy. Parallèlement, une manifestation plus large est prévue le 17 novembre partout en France. Nouveau pas franchi pour l'autoroute de contournement Thonon-Machilly. L'enquête publique menée en juin et juillet donne un avis favorable à ce projet. L'autoroute de 16,5 km a pour vocation de désenclaver le Chablais au Savoyard. Les autorités attendent désormais le feu vert final, la déclaration d'utilité publique espérée en 2019. Les travaux seraient alors menés d'ici à 2024. Fusionner, rassembler, coopérer, quel que soit le terme, c'est une tendance dans les communes de France et de Suisse. Karine Bruchet, Christophe Maillet, Serge Mélis, bonsoir. Bonsoir. En janvier 2019, les communes de Bellegarde, Châtillon et Lancran ne formeront plus qu'une commune, la commune nouvelle de Valser-Rhône. Christophe Maillet, le 1er janvier, qui sera le maire de cette commune? On va laisser le premier conseil se réunir qui sera le 6 janvier. Et lors du conseil de Valser-Rhône, du premier, il y aura effectivement des élections et l'élection du maire de Valser-Rhône. Jusqu'aux élections municipales de 2020, vous aurez 3 communes qui vont devoir coopérer pour gérer la commune? Alors, dans la période de transition, c'est-à-dire 1er janvier 2019 jusqu'à mars 2020, il y a un seul conseil, celui de Valser-Rhône, dans lequel se retrouvent les 3 autres conseils, c'est-à-dire les 71 conseillers. Donc, dans ce conseil-là, on aura une seule instance. Pourquoi avoir décidé de se réunir, ces 3 communes-là? Alors, j'allais dire pour 2 raisons essentielles. La première, c'est d'apporter plus de services à la population et de reconnaître que ce territoire est extrêmement dynamique, ce qui demande beaucoup de nouveaux services, que ce soit du transport, que ce soit des crèches, que ce soit des écoles. Et aujourd'hui, pour répondre à ce dynamisme, il fallait aller à la taille ou à la dimension du dynamisme. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce dynamisme-là est essentiellement aussi lié à la présence de Genève. Donc, pour avoir une taille et pouvoir agir au bon niveau, il fallait se regrouper et pouvoir, comme une entreprise, prendre la croissance là où elle est. Et pour prendre cette croissance-là, il faut changer de taille. Sur les Hauts-de-Nyon, 9 communes participent à l'association Assez-Boiron, dont vous êtes le président. Elles auraient pu fusionner formellement en 2015. Ça a finalement été non. On y reviendra. Serge Mélis, l'idée de fusionner, c'était d'aller plus loin qu'une simple association? Oui, tout à fait, parce que l'association est compliquée. Pour des gens qui s'entendent et qui ont déjà du travail commun, travailler en association, il y en faut pour toutes les diverses structures d'une commune, et c'est très compliqué, et c'est surtout coûteux en temps et en énergie. Donc c'est un système qui n'est pas valable pour des communes qui s'entendent et qui travaillent déjà ensemble. Parce qu'actuellement, ces 9 communes-là, elles sont dans cette association. Elles coopèrent sur quoi? Elles coopèrent notamment en matière scolaire. C'est le côté le plus important. Elles peuvent coopérer en matière de défense incendie, d'adduction d'eau. Il y a beaucoup de sujets dans une commune où on peut se mettre ensemble et où on doit se mettre ensemble parce que tout seul, une commune comme la mienne, de 1000 habitants, on ne peut plus rien faire. La fusion, elle aurait permis quoi?
Alors, elle aurait permis, avec le système péréquatif vaudois, de diminuer l'impôt, parce que le canton de Vaud favorise les grands ensembles, puisque c'est là qu'il y a les grandes dépenses. Donc, en passant à notre commune de 8000 habitants à l'époque, on payait tous moins d'impôts. Malgré cette baisse d'impôts, ça n'a pas suffi pour que les gens acceptent la fusion. Ce n'est pas seulement le nerf de la guerre qui pousse les gens à dire non. Bon, à Genève, 3 communes coopèrent sans avoir fusionné. C'est Corzier, Hermance et Asnières qui forment le Cohéran, COHERAN. Déjà un mot sur ce nom, ça représente bien votre esprit? Oui, ça représente bien notre esprit, même si à la base c'est un peu d'humour, parce qu'il y avait une séance qui était prévue dans une salle et qui a dû être déplacée, et la secrétaire n'avait pas la place de mettre le nom des 3 communes et a simplifié les débuts de chaque nom, et c'est comme ça qu'est né Cohérent. Et c'était les premières collaborations, c'était en 1987. Et en 2007, il y a eu une charte de collaboration, mais qui n'a aucun statut juridique, donc qui est juste du bon vouloir de 3 communes de fonctionner et d'avoir une conférence intercommunale avec des délégués de chaque conseil municipal, avec les exécutifs des différentes communes. Concrètement, sur quoi est-ce que vous unissez vos forces? Alors, on unit nos forces. Là, depuis une année, on a une voirie intercommunale, donc il n'y a plus qu'une entité. Les employés commencent tous dans la même commune, travaillent sur les 3 communes. Ça, c'était... En fait, on s'est dit qu'on voulait commencer avec quelque chose de pratique, de pragmatique, pour après essayer de montrer aux gens que oui, c'est possible de travailler ensemble et que ça a des plus-values financières, d'efficience. Et en sachant que des communes de notre taille, donc Hermance c'est 1000 habitants, les 2 autres 2300, 2500, ça fait que 6000 en tout, et qu'on doit déjà collaborer, ce qui est le cas avec même d'autres communes, pour la crèche, pour la protection civile, l'état civil. Donc, de fait, on travaille déjà tous ensemble, mais sans statut juridique. En Suisse, 500 communes ont disparu en 10 ans avec les fusions. Les communes genevoises, elles sont assez réticentes. Pourquoi, à votre avis? Mon avis, c'est que l'identité est quelque chose de très important. Et je me souviens d'il y a quelques années où il y avait eu la proposition de fêter le 1er août les 3 communes ensemble, ce qui avait été rejeté très fortement, parce que chaque commune veut garder son identité. Et je pense que c'est très émotionnel, mais c'est comme de fusionner des pompiers. Chaque compagnie veut rester dans sa commune. Donc je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille, sur le fait de dire qu'on peut ne pas perdre notre identité, même si on travaille ensemble. On va y revenir, mais on va d'abord parler de cette consultation qui a eu lieu en France le 14 octobre. 3 communes françaises entre Divonne et Ferney ont décidé de faire voter la population sur la création d'une commune nouvelle. Le dispositif est très inhabituel en France. Les maires se sont inspirés du système suisse. Sauverny, 1000 habitants. Verzonnet, 2000. Grilly, 800. 3 communes françaises collées à la Suisse. Le 14 octobre, le système de consultation populaire a dépassé la frontière. En France, interroger la population ne fait pas partie du système législatif. Donc quelque part, c'est un peu illégal. Mais on ne va pas aller en prison parce qu'on a osé interroger la population. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas, contrairement à nos voisins suisses. Une expérience inédite en France, dont les règles étaient donc à établir. On avait mis un taux de 40% de participation en se disant qu'il faut vraiment que les gens se mobilisent. Et donc la règle du jeu, c'était si vous dépassez les 40%, on s'engage, nous, conseillers municipaux, à suivre votre avis. Si vous êtes en dessous, c'est-à-dire que vous nous laissez la liberté et en notre âme et conscience, on votera ce qu'on a envie de voter. Ce dimanche-là, plus de 50% des habitants se sont déplacés. Mais la petite commune de Judith Hébert a dit non à 86%. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Malgré la déception, ce vote était pourtant crucial pour Madame le maire. L'idée d'une commune nouvelle n'était pas du tout dans nos programmes. Par contre, moi, dans mon programme, il y avait bien marqué que je m'engageais à consulter la population sur des moments importants. Pas de commune nouvelle donc avant de nombreuses années. Mais pour Judith Hébert, ce vote aura permis de faire au moins un peu réfléchir. Christophe Maillet, chez vous, la fusion, elle s'est décidée sans l'avis des habitants. Cette idée-là, elle aurait pu vous séduire? Non, je crois qu'on a été élu démocratiquement pour prendre des décisions. Et en tant qu'élu, on doit être responsable et amener la population vers un dynamisme que nécessite notre territoire. Donc on a pris nos responsabilités. On a par contre fait beaucoup de réunions, des réunions publiques, des réunions de quartier, pour expliquer et pour répondre aux questions.
Après, il y a des instances démocratiques élues démocratiquement et il y aura des élections en 2020. Et il y a aussi peut-être cette crainte que la population dise non, comme à Grilly. Alors, il y a toujours une crainte, hein, si vous faites un référendum, que les gens répondent non, mais surtout, vous allez mobiliser ceux qui sont contre. Et la problématique, c'est de mobiliser une très grande partie de la population sur un sujet qui est très technique. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que le référendum n'est pas quelque chose de très utilisé en France. La peu de fois qu'on l'a utilisé au niveau national, on a souvent répondu à l'homme qui posait la question plutôt qu'à la question. Voilà pourquoi on n'a pas voulu, nous, se lancer dans cet exercice-là. Et j'aime bien, moi, dire que les élus doivent prendre leurs responsabilités. Vous savez, en France, on critique beaucoup de choses. Souvent, j'allais dire, l'absence de critique, ça ne fait pas partie de notre culture. Donc, à un moment donné, pour une fois qu'on a des élus qui prennent leurs responsabilités et qui vont de l'avant, je pense qu'on doit s'en réjouir. Serge Mély, en 2015, 3 des 9 communes des Hauts-de-Nyon ont dit non à une fusion. Ça a été faire une croix sur pas mal de projets qui avaient été pensés. Oui, tous ces projets de travailler une fois intelligemment avec les 9 communes. Le soir de la votation, 6 avaient voté farouchement oui, les 3 autres non. Forcément, les gagnants, sur le coup de l'émotion, voulaient former une fusion avec les 6 communes qui avaient accepté. On y a renoncé parce que l'entente et le tricot de nos 9 communes est déjà tellement important qu'il serait difficile de le défaire. Donc on a préféré se dire, ma foi, on attend que les mentalités évoluent, qu'on comprenne que ces problèmes d'identité sont très minimes, si on veut dire. Justement, c'était fondamentalement lié à ça. Oui, l'identité et le patrimoine. L'identité, par exemple, en Suisse, on a un système de bourgeoisie. Tout d'un coup, on n'était plus de sa commune de naissance, on était d'As et Boron, ça passait mal. Aujourd'hui, la législation vaudoise a changé, on pourrait rester de sa commune d'origine. Il y a les armoiries, vous savez, c'est cet écu qu'on sort à toutes les fêtes, qui ne plaisait pas, on voulait en faire un seul nouveau. Des petites choses qui vont contre l'identité. Et ce phénomène est quand même assez récent. On aurait essayé la fusion il y a 10 ans, je pense que l'aurait mieux passé aujourd'hui. On sent un réflexe identitaire plus prononcé aujourd'hui, que ce soit sur le domaine européen ou entre nous. L'Ancran, c'est 1000 habitants. Bellegarde, c'est 10 fois plus. Il n'y a pas aussi une idée pour les habitants, cette peur d'être absorbés dans le grand? Moi, je dis souvent que ce n'est pas l'Ancran qui a fait une OPA et ni Bellegarde. On crée quelque chose de nouveau. Après, vous savez, il y a des élections en 2020. Il y a des listes de 35 personnes. J'allais dire à tout l'Ancranais de vouloir monter des listes. Je pense que ça pose la question à chacun de quelle est ma participation citoyenne dans la cité. Et en ceci, la commune nouvelle, elle est très positive. Quand on dit effectivement dans les associations, il y a le manque de bénévoles, etc., je pense que la commune nouvelle, elle dit je viens d'où? Mais au-delà de d'où je viens, c'est quoi mon engagement dans la cité? Et écoutez, tout citoyen, y compris l'Ancranais, peut former des listes et participer aux élections. Il y a le nom aussi qui est important, Valseur-Rhône. Est-ce que les Bellegardiens, par exemple, pourront un jour se sentir Valseur-Rhônois? Écoutez, la question du nom, elle est intéressante. Je crois que c'est une question de génération. On a un territoire qui bouge beaucoup. On a beaucoup de gens qui viennent sur notre territoire, parfois 2-3 années. Je pense que dans 6 ans, on se posera plus cette question-là. Mais au contraire, je pense qu'on aura le réflexe de dire, voilà, moi j'habite l'Ancran, je fais partie de Valseur-Rhône. Je pense que ça a posé la question identitaire d'une manière très positive et surtout dans la contribution positive que je peux apporter pour la cité dans laquelle j'habite. Donc je pense que Valseur-Rhônois, d'ici un mandat, on ne se posera plus la question. On vous réinvitera à ce moment-là. Karine Bruchet, Cohérent, c'est cette entité avec les 3 communes. Vous collaborez sur plein de choses, vous l'avez dit. Les pompiers, la fête du 1er août, ça, on garde chacun chez soi. On a l'impression quand même que la volonté de fusion, d'aller ensemble, c'est quelque chose pour les élus. Et puis, du côté de la population, on n'en veut pas. On a l'impression de cette... Voilà, vraiment scission entre les deux. Bon, pour les pompiers, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un sujet par rapport à la globalité du canton, donc des rapprochements. Il y a, à part ça, Corsières, Mansanières travaillent, il y a chaque fois une compagnie, mais ils travaillent ensemble pour les exercices, pour les piquets. Donc il y a déjà quand même des collaborations, même avec Collonges-Bellerive. Donc c'est déjà plus grand que juste Cohérent. Que vous répondre? Disons que peut-être qu'en tant que politique, on a plus d'informations aussi, clairement sur, je sais pas, même les finances, les structures, comment ça fonctionne avec le canton, la confédération, qu'un habitant
n'a pas forcément. On voit sur des sujets tout simples, les routes communales, ils pensent que c'est la commune qui gère, alors que c'est le canton qui donne des décisions. Voilà, tout ce genre de choses, nous, on est plus à même d'avoir ces connaissances. Donc on a, je pense, une réflexion différente. Mais ma foi, on sait qu'il faut du temps. Serge Mély, vous avez peut-être manqué d'informations comme ça à donner à la population? Tout à fait, je confirme ce que dit ma collègue. C'est vrai que seules les autorités étaient conscientes du problème. On n'a pas réussi à faire passer le message aux citoyens lambda. Qu'est-ce qui a manqué? Il aurait fallu parler de quoi? Peut-être, on a essayé de parler de finances en se disant c'est vraiment le plus important. C'était difficile d'avoir un autre discours, mais peut-être qu'on a crié avant d'avoir mal. Les autorités pressentaient le danger, notamment financier, et on n'a pas pu faire passer ce danger au niveau de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que c'est le moment pour réessayer quelque chose ensemble avec d'autres communes? Alors, ça ne sera pas avec d'autres communes. Il faut à tout prix qu'on réussisse avec ces 9, comme je l'ai dit tout à l'heure, autrement c'est trop compliqué. En plus, ça forme un rectangle géographique parfait, donc il n'y a aucune raison d'essayer d'avoir d'autres communes. Je suis très heureux d'entendre mon collègue de Bellegarde qui parle. Ce n'est pas une fusion, c'est peut-être là le problème aussi, ce mot fusion, les fusions bancaires. En Suisse, on parle de fusion et en France de communes nouvelles. Création de communes, ça me semble plus facile à comprendre, qu'on fait quelque chose de nouveau sur des bases nouvelles. C'est pour quand alors? Alors, j'ai un conseiller communal qui, voyant l'état des finances de ma commune, s'est dit, mais ça ne serait pas le moment de leur poser le problème. Alors, je crois que grâce à cette émission, on va pouvoir repartir de l'avant. Karine Bruchet, après 30 ans de coopération simple, est-ce que l'idée d'une fusion, elle pourrait aboutir ou pas? Je ne sais pas, mais je pense qu'en tout cas, il faudrait une communauté de communes. C'est une des solutions que la loi nous propose, ces 3 communes, on s'est battus pour avoir cette loi. De ma part, je pense que c'est une couche supplémentaire et pas une solution, parce que ça alourdit beaucoup le travail. C'est des séances supplémentaires, une autre entité. Après, moi, je dis qu'il faut mettre le métier l'ouvrage sur le métier et on verra bien. Et après, on travaillera sur ce qu'il faut pour y arriver. C'est mon point de vue. Serge Mély, vous êtes aussi syndic de Crassier, on l'a dit, collé à la frontière avec Divonne. Oui. Est-ce que vous collaborez un peu de manière transfrontalière aussi? Un petit peu plus qu'anciennement. Heureusement, parce qu'il y a 30 ans, quand on regardait les cartes géographiques, c'était quasiment marqué République française, presque terra incognita. Les routes s'arrêtaient à la frontière, donc il n'y avait jamais de contact. Aujourd'hui, c'est quand même meilleur quand les crassiérans prennent une décision, ils en informent la commune de Divonne et vice-versa. Est-ce qu'on achète du matériel ensemble, par exemple Non, une déneigeuse? Non, malheureusement, ça ne va pas jusque-là. Mais c'est dommage, c'est dommage. Oui, là, il n'y a qu'avec les pompiers où vraiment on a pu s'accorder sur la section des tuyaux, parce qu'on a eu une alarme une fois où ça ne correspondait pas. Et voilà, ça, c'est une chose qu'on fait avec les Français, mais je pense que c'est appelé à se développer, justement. Karine Bruchet, même chose, Hermance collé à la frontière? Moi, je collabore beaucoup avec Madame Moriot, la maire de Champs-sur-Léman. On a, par exemple, réussi à faire que la ligne de bus TPG aille jusqu'à Champs-sur-Léman, ce qui paraît des petites victoires, mais avant de parler du Grand Genève, je pense qu'il faut connaître nos voisins. Et on a des problématiques communes. Et donc, je pense que ça vaut vraiment la peine. Mais une fois encore, mais comme je pense que mes collègues seront d'accord, c'est une question de personnes et aussi de comment on s'entend avec les personnes. Et ça peut changer à une prochaine législature, des gens qui s'entendent moins bien et on arrive moins bien à collaborer. Donc, il y a la politique, puis après, il y a l'humain. Et l'humain a une grande place dans les collaborations qu'on peut avoir ou pas avec nos voisins. On verra ça dans quelques années. Alors, merci beaucoup d'être venus tous les 3 sur ce plateau. Merci à vous. Et comme chaque mois, je suis partie à la découverte d'un lieu du Grand Genève, cette fois-ci la cité médiévale de La Roche-sur-Foron, une ville très liée à Genève. Je m'y suis rendue avec Colinutz. Didier, Anne-Marie, on se trouve dans cette cité médiévale. Qu'est-ce qui fait que La Roche-sur-Foron en est une? La Roche est vraiment au carrefour du département. On est au carrefour des routes entre Annecy, entre le Mont-Blanc, Chamonix-Mont-Blanc et entre Genève. Donc déjà, à la période moyenâgeuse, il y a eu beaucoup d'échanges de commerce qui se sont faits. Et puis là, on est à l'entrée vraiment de la partie la plus ancienne de la ville. C'est le quartier qu'on appelle le Plein Château. Donc on est situé sur un petit promontoire qui donnait des facilités pour pouvoir le protéger. On a tout ça autour de nous, des remparts, des
très belle bâtisse. L'été, vous organisez des événements autour de cette cité médiévale-là. On en est tellement fiers et contents de cette cité médiévale qu'on a de la chance d'avoir 8 guides du patrimoine, comme Anne-Marie en fait partie. Et puis donc, à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, on organise des visites guidées classiques de la cité médiévale. Et ensuite, en juillet et août, on pense aux familles. Donc, on a des visites spéciales familles qui sont beaucoup plus ludiques. Et on organise des visites pour les groupes, des visites anniversaires pour les enfants à partir de 5 ans. Ils font un parcours dans la ville, ils sont en tenue médiévale. Donc, on compte sur notre cité médiévale pour faire connaître la ville et puis pour dire qu'il fait bon vivre à La Roche. Il y a aussi pas mal de curiosités qu'on peut voir toute l'année. On fait le tour avec Anne-Marie? Oui. Alors qu'est-ce qu'on a là, ces bacs en pierre? Alors, ce sont des pierres creuses et ce sont des mesures à grains qui servaient à mesurer les céréales pour pouvoir les vendre. Donc, la petite mesure fait 5 litres, c'est le quartier. La moyenne fait 20 litres, c'est le quart. Et la grande fait 80 litres, c'est la coupe. Une curiosité, c'est ce château bâti sur la roche. Oui, ce château qu'on appelle château de Sey, qui vient du mot saxum, mot latin qui voulait dire rocher. Ce château est construit sur un bloc erratique déposé par l'ancien glacier de l'Arve. Autre château, celui de l'Échelle. Et là, il y a un petit lien avec Genève. Oui, on dit que c'est dans ce château qu'on avait entreposé les échelles qui devaient servir à la prise de Genève par le duc de Savoie. Donc les échelles pour l'escalade, elles étaient entreposées ici. Alors, c'est ce qu'on dit. On pense que c'est quand même une petite légende. On n'est pas très sûr. Mais on pense également que ça pourrait bien être ça, puisqu'on l'a appelé le château de l'Échelle. J'ai les clés du paradis. On est au pied de la tour des comtes de Genève. Pourquoi ce nom? En fait, le comte de Genève possédait tout le comté du Genevois, dont la ville de Genève, la ville de La Roche, la ville d'Annecy. Mais ce comte de Genève est entré en guerre, disons, contre l'empereur du Saint-Empire romain germanique en 1032. Et il a été battu par l'empereur. Et il s'est réfugié dans la ville de La Roche. Il va perdre tous ses droits sur la ville de Genève. Alors vous remarquez que cette tour, elle a été construite sur un énorme rocher. C'est un bloc erratique qui a été déposé ici par le glacier de l'Arve lorsqu'il a fondu il y a environ 12 à 14 000 ans. Ces rochers ont donné le nom à la ville. Autrefois, c'était Roupès en latin et La Roche en langage d'ici. Ces murs ont 4 mètres d'épais et c'était une tour imprenable, c'était une tour donjon. Vous voyez, ça fait une forme de U. Oui, tout à fait. On dit aussi vallée en Auge. C'est le glacier qui a formé la vallée de l'Arve. Et ici coule l'Arve en direction de Genève. Anne-Marie, Didier, merci beaucoup pour cette visite. Merci à vous. Merci à vous. On va se quitter avec cette magnifique vue à 360. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Ensemble. Très belle soirée à vous. Au revoir.